Bonjour et avant de commencer, un grand merci aux membres de la chaîne qui de par leur contribution me permettent de pérenniser mon avenir sur YouTube. Vous pouvez vous aussi devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ce qui vous permettra de me soutenir en échange de la contrepartie de votre choix. Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Ça y est, Ant-Man and the Wasp Quantumania est enfin dans nos salles obscures. Et après un visionnage du film sur lequel j'ai donné mon avis dans une critique à chaud, il est temps de donner quelques théories sur la suite des événements. Attention donc, si vous n'avez pas encore vu le long métrage et que vous ne voulez rien savoir, eh bien partez puisque ça va spoiler sec. Et on va mettre les pieds dans le plat directement. Le Conseil des Kang protège le multivers. Après avoir introduit pour la première fois le terme variant dans la série Loki, cette fois ce sont les films qui en font usage, et comme on pouvait s'y attendre, c'est le personnage de Kang le Conquérant qui a ouvert le bal. Celui-ci explique dans le long métrage que sa présence au sein du royaume quantique n'est pas la cause d'un crash ou d'un voyage à travers lequel il se serait perdu, mais qu'il a en réalité été banni par d'autres, et cela depuis fort longtemps. Voilà pourquoi depuis l'explosion de l'éternel flux temporel dans la saison 1 de Loki, la menace de Kang le Conquérant ne s'est pas encore fait ressentir à l'échelle terrestre. Comme je l'avais indiqué dans une précédente vidéo théorie, Kang ne pouvait lui-même aller chercher la source d'énergie de son vaisseau car l'endroit où il devait se rendre était un lieu où il risquait de créer des variants de lui-même, variants qui pourraient le freiner dans sa quête, voire le stopper complètement. C'est d'ailleurs par cet aspect que l'on se rend compte que tous les autres variants de Kang qui existent déjà et qu'on a vu dans la scène post-générique ne sont pas aussi puissants que lui. Et oui, car bien que la scène puisse nous effrayer en raison de la quantité pharaonique des Kang, seule une poignée d'entre eux semble avoir un réel contrôle sur toute l'assemblée et une vue directe sur l'évolution de l'éternel flux temporel, tandis que la plupart des autres présents dans l'arène ne semblent pas tous aussi intelligents ou puissants. Quantité ne veut pas dire qualité, et c'est pour cela que si cette assemblée avait réellement été capable de vaincre le grand prochain méchant du MCU, elle ne se serait pas contentée de coincer Kang dans les abysses du monde quantique, elle l'aurait tué. Cela dit, bien qu'Ant-Man et la Guêpe semblent avoir écarté la menace pour un bon moment au moins, on peut s'interroger sur les objectifs que semblent tenir tous les variants de Kang dans cette scène post-générique. Le visuel de cette scène est directement repris d'un comics de 1988, plus précisément du numéro 192 des Avengers, où apparaît pour la première fois le Conseil des Kang transtemporels. Bien que le conseil n'apparaîtra que lors de 5 comics, celui-ci était important puisque le site Marvel Fandom nous apprend qu'il était composé de plusieurs humains, extraterrestres ou autres créatures qui ont pris l'apparence de Kang le Conquérant après avoir vaincu les différents robots utilisés par le premier Kang pour gouverner plusieurs réalités en même temps. Cependant, toute l'organisation a été anéantie par le monstre temporel Alioth qui était sous le contrôle du vrai Kang. Dans le MCU, ce conseil est un peu différent de celui des comics, puisque celui-ci est dirigé par 3 variants de Kang, à savoir Immortus, Ramatut et ce qui semble être Kid Immortus, tous les 3 issus d'une époque différente et sûrement bien plus puissants en tout point de vue que le reste de l'assemblée. En réalité, ce petit groupe est aussi inspiré des comics, car dans ces derniers, il existe un second groupe de Kang, bien plus restreint, et se faisant appeler le Conseil des Kang. Oui, c'est le même nom que le premier groupe, mais avec le mot transtemporel en moins. De nouveau, le site Marvel Fandom nous apprend que ce petit groupe a à l'origine été créé par le premier Kang, avant que ce dernier ne se fasse trahir par Immortus, afin d'éliminer tous les Kang divergents dans le multivers. La première scène post-générique est la présence de tous ces Kang, qu'il s'agisse du conseil restreint ou de l'assemblée, nous paraît alors tout de suite plus clair. Dans le conseil restreint, parmi les plus hauts gradés, Immortus indique que ils ont commencé à toucher au multivers. La plupart d'entre nous penseront alors directement que ces ils désignent la Ant-Man Family, mais et si ce n'était pas le cas ?
Dans la réalité des faits, la Ant-Man Family n'a pas du tout touché au multivers et ses timelines, ils ont juste été aspirés dans le monde quantique et se sont retrouvés mêlés à une lutte contre Kang, ils l'ont vaincu et sont revenus. Personnellement, je n'appelle pas ça toucher au multivers. Mais alors, quelle personne ces îles pourraient bien désigner ? De mon point de vue, les meilleurs candidats pourraient simplement être Doctor Strange et la Sorcière Rouge, puisque les intrigues de WandaVision, Doctor Strange in the Multiverse of Madness et Spider-Man No Way Home ont directement été au centre de tout ça, notamment avec Strange qui use d'un sort et qui a ouvert la réalité du MCU à des réalités du Sonyverse, et à Multiverse of Madness où Strange et Wanda ont pu se balader à travers de multiples réalités, le premier via America Chavez et la seconde grâce au Darkhold et aux rêves passerelles. Il ne fait alors nul doute que l'impact de leur venue dans différentes réalités ait pu causer la multiplication de plusieurs timelines, et donc de provoquer à terme des incursions qui risqueraient de détruire le multivers. Et Immortus s'inquiète justement de cela dans la scène. Et alors qu'il précise avoir appelé tous les Kang, on peut s'interroger sur les intentions du Conseil. Veulent-ils la guerre comme pourrait nous laisser suggérer la scène? Eh bien, perso j'ai du mal à y croire. Je crois au contraire qu'ils veulent protéger le multivers et éviter les incursions, et voilà pourquoi. Rappelez-vous qu'avant la mort de celui qui demeure, la réalité du MCU était isolée en un seul et unique flux temporel, afin qu'aucun autre variant de Kang ne puisse créer une guerre multiverselle, guerre qui a déjà eu lieu dans le passé selon celui qui demeure. Mais la fin de la saison 1 de Loki nous suggère qu'un variant de Kang, voire même peut-être Kang le Conquérant lui-même, a pris le contrôle du TVA et a réorganisé ce dernier. B15 dit alors à Mobius qu'elle ne comprend pas pourquoi ils doivent laisser l'éternel flux temporel se diviser. On pourrait logiquement penser que Kang le Conquérant désirait la multiplication de l'éternel flux temporel afin d'asseoir sa domination sur de multiples réalités et améliorer ses connaissances et ses technologies pour devenir encore plus fort, surpassant tous les autres variants et permettant de les éliminer pour être le seul et unique conquérant. Ant-Man and the Wasp Quantumania confirme alors ce récit. Nous voyons même des flashbacks où Kang s'amuse à détruire des réalités et sous-entend qu'il tue aussi ses variants afin que personne ne puisse le dépasser. Le seul problème, c'est que si ce même Kang était à la tête du TVA et que celui-ci a réussi à se faire bannir dans le monde quantique par le Conseil des Kang, alors qu'en est-il du TVA? Sylvie et Loki n'en reprennent sûrement pas la direction, puisque les quelques images de Spot TV ainsi que la seconde scène post-générique de Quantumania nous indiquent clairement qu'ils partiront à la chasse aux variants. Mais alors, qui domine le TVA aujourd'hui? Eh bien pour moi, il ne s'agit ni plus ni moins que du Conseil des Kang, Immortus, Ramatut et Kid Immortus. Et cela prendrait en vérité tout son sens, car lorsque le trio regarde à travers une fenêtre du lieu où il se trouve, ces derniers peuvent apercevoir l'éternel flux temporel et toutes ses branches se diviser. Le seul endroit où l'éternel flux temporel est observable, c'est normalement en dehors du temps et de l'espace, dans la citadelle à la fin des temps, là où résidait celui qui demeure et là où ce dernier contrôlait le TVA. J'avais dès le départ imaginé que la personne à la tête du TVA depuis la fin de la saison 1 de Loki soit Kang le Conquérant. Néanmoins, il n'est pas difficile d'imaginer que d'autres Kang aient émergé après la mort de celui qui demeure et qu'ils se soient tous alliés pour réussir à bannir Kang dans le monde quantique. Constatant alors que le flux se divise, ils se seraient mis d'accord pour prendre la tête du TVA, car d'une part avec une ressource pareille, il ne serait pas difficile pour eux de rassembler un maximum de Kang, ce qui explique l'existence de l'Assemblée dans la première scène post-générique, et d'autre part, car cela leur permettrait de tout de suite remarquer la naissance d'un nouveau variant dans le multivers, et donc de mieux se débarrasser de lui au besoin. Enfin, cela leur permettrait de renouveler leurs ressources et de réunir assez d'hommes, de plans, de stratégie et d'intelligence pour trouver l'ultime moyen qui leur permettrait de vaincre le vrai Kang le Conquérant, qui n'est sûrement pas mort à la fin de Quantumania. On pourrait alors imaginer que Immortus ne s'inquiète pas que les héros touchent au multivers, il voudrait au contraire s'appuyer sur ces derniers pour maximiser leurs chances d'éliminer le Conquérant. En un sens, le triumvirat Immortus, Ramatut et Kid Immortus deviendraient alors les nouveaux gardiens du temps. Kang repart de zéro dans la saison 2 de Loki.
La saison 1 de Loki nous a permis de découvrir le dieu de la malice sous un nouveau jour. N'ayant pas vécu tout ce qu'il aurait dû vivre entre la fin d'Avengers 1 et Infinity War, l'évolution de ce variant a été bien différente, au point même que cela l'a amené à découvrir la vérité sur l'univers et l'histoire de la réalité. Celle-ci était déjà écrite du début à la fin. Une vérité bouleversante, surtout pour quelqu'un qui depuis toujours croyait qu'il était amené à vivre une grande et ultime destinée. Sa rencontre avec Sylvie l'aura alors fait changer du tout au tout, lui faisant même découvrir l'amour et l'amenant alors vers ce qui pourrait s'apparenter au chemin du bien. Une idée qui se confirmera à la fin de la saison lorsque, après avoir écouté Celui qui demeure, Loki en est persuadé, son rôle à lui et à Sylvie est de préserver l'univers d'une menace bien trop grande pour eux, à savoir Kang le Conquérant. Cependant, Sylvie, qui elle n'a eu que pour unique but la vengeance, ne l'entend pas de cette oreille et se persuade à tort que Loki ne voulait en vérité que le trône et que ce dernier n'avait pas véritablement changé. Une conviction presque tragique, qui aurait pu briser le cœur de Sylvie alors que Loki n'avait fait que prendre au sérieux Celui qui demeure, et qui se voyait prêt à accepter sa proposition de prendre le contrôle du TVA à sa place pour continuer à maintenir l'équilibre de l'éternel flux temporel et de ne jamais laisser une trop grande menace bouleverser le multivers. Tout ça ne se passera évidemment pas comme prévu et Sylvie tuera Celui qui demeure, faisant se diviser le flux et laissant le TVA sans dessus-dessous, à un point tel où Mobius et tout le personnel de l'organisation semblent avoir été remplacés, puisque l'agent ne reconnaît pas du tout Loki et s'apprête même à le capturer en demandant du renfort. Mais alors, que pourra-t-il se passer dans la saison 2 de Loki ? Attention, cette théorie peut potentiellement spoiler, puisque même s'il ne s'agit que d'une théorie, nous allons nous appuyer sur les images que nous avons déjà en notre possession, ainsi que sur la seconde scène post-générique d'Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Dans un premier temps, la scène post-crédit nous apprend que si Loki est appréhendé par le TVA, cela ne va pas durer longtemps puisque celui-ci va être amené à collaborer une seconde fois avec Mobius et force est de constater que Mobius finira par le prendre au sérieux puisqu'ils se rendront eux-mêmes à un certain point du temps pour retrouver un variant de Kang, plus précisément Victor Timely. Mobius s'étonnera alors de l'apparence simplette de ce que Loki décrit comme une énorme menace. On comprend donc ici que le rôle du dieu de la malice pour cette saison 2, c'est de se mettre à la chasse aux variants. Cependant, on peut se poser quelques questions sur ce fameux Victor Timely. Déjà, est-ce que ça ne serait en réalité pas lui qui serait à la tête du TVA ? Selon moi, c'est peu probable au vu de la première scène post-générique et de l'existence du conseil restreint des Kang, et de plus, il me semblerait très risqué de laisser l'organisation à l'abandon pour venir faire joujou dans une timeline de l'éternel flux, à moins que Victor ne fasse lui-même partie du conseil. Mais ça aussi j'en doute, car Immortus indique avoir appelé tout le monde. Sauf que si le conseil a été créé suite à l'exil de Kang, alors ils n'ont aucun intérêt à appeler Kang. Et mon ami Eloni m'a aussi fait remarquer que même si Immortus a appelé tout le monde, cela ne veut pas dire pour autant que tout le monde est venu. Donc, qui nous dit que Victor Timely ne fait pas cavalier seul ? Ensuite, que fait-il ici et dans quelle époque se trouve-t-il exactement ? Pour trouver une réponse, il suffit alors de nouveau de piocher dans les comics, et si on se renseigne sur le personnage de Victor Timely, on apprend qu'il est un variant qui a voyagé au 1er janvier 1901 et qu'il a établi la ville de Timely au Wisconsin, ville dont il deviendra le maire et dans laquelle il forgera la société Timely Industries. Le MCU semble avoir totalement collé à cette version de Kang, puisque les décors et les costumes des civils aux alentours ne laissent aucun doute sur la temporalité, et encore moins quand on voit Victor présenté sur une estrade, ce qui semble être un prototype du moteur multiversel vu dans Quantumania. La question qui nous vient alors en tête est: et si Victor Timely et Kang le Conquérant, celui vu dans Quantumania, ne seraient pas la même et unique personne? En effet, il paraît étrange qu'une variation du personnage se balade avec un prototype du moteur multiversel, moteur que seul Kang le Conquérant semblait utiliser dans Quantumania, puisque toute l'Assemblée et le Conseil semblent eux utiliser la technologie du TVA et des portails temporels vus dans la saison 1 de Loki et dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pour moi, il s'agit donc bien du même personnage.
Tout simplement car dans Quantumania, nous avons vu Kang au top de ses capacités et avec un maximum de technologie, envahissant réalité sur réalité. Après avoir été banni dans le monde quantique, celui-ci a perdu la majorité de sa technologie, ne gardant alors avec lui que son vaisseau multiversel et le moteur qu'il cherchait à alimenter à nouveau. Après avoir réussi à reforger une partie de ses capacités grâce à sa rencontre avec Janet Van Dyne, celui-ci a tout de même été vaincu par la Ant-Man Family au terme du long métrage et a été aspiré dans la batterie du dispositif qui devait l'amener hors du monde quantique. Impossible donc pour moi de croire qu'il est mort, car à l'image de Wanda dans Multiverse of Madness, pas de corps, pas de mort. Surtout quand on voit que Darren Cross a pu survivre à son sort atroce d'Ant-Man 1. Ma théorie serait qu'il aurait été envoyé au début du XXe siècle et que, dépourvu de toute sa technologie, il se serait mis en tête de reconstruire son vaisseau multiversel et qu'il aurait, à l'image des comics, fondé la ville de Timely. Il mettrait alors à profit ses habitants comme on peut le voir dans la seconde scène post-générique en leur parlant du temps qui définit leur vie et de ce qui se passerait s'ils pouvaient s'en affranchir. Loki assisterait alors à cette scène, reconnaissant le visage de celui qui demeure et comprenant que ce dernier avait raison quand il prévenait qu'une autre version de lui viendrait pour tout détruire. Mais alors, une fois que nous savons ça, quel rôle pourra jouer Loki dans tout ça ? Eh bien, dans la continuité de ce qu'il avait en tête à la fin de la saison 1, celui-ci va devoir mettre toutes les chances de son côté pour parvenir à éliminer Kang, et on pourrait imaginer sans mal qu'il s'épaule de Sylvie, tout ça pour revenir à la tête du TVA. Et oui, car même s'ils ne se sont pas quittés en bons termes, réussir à faire constater à Sylvie qu'il existe des variants de celui qui demeure et que ce sont eux la vraie menace, ce serait réussir à la convaincre de la vérité de ses intentions qu'il lui dépeignait dans la citadelle à la fin des temps et à lui prouver l'authenticité de l'amour qu'il éprouvait pour elle. Nul doute que cela ne se fera pas en un claquement de doigts, mais cela serait parfait pour nous tenir en haleine toute la saison 2, puisqu'on verrait nos deux personnages ainsi que leur relation évoluer sans savoir si cela portera ses fruits, puisque nous avons bien vu que la fin de la saison 1 de Loki s'est plutôt mal terminée pour eux, sans compter la présence de Mobius et de tout le TVA qui aura un impact sur le tout. Avoir choisi Victor Timely comme antagoniste de la saison 2 ne me semble d'ailleurs pas une mauvaise idée, puisque dans les comics, et de nouveau selon le site Marvel Fandom, Timely Industries est directement responsable de nombreuses avancées et évolutions, comme par exemple la technologie qui créera la torche humaine. Cette société aura d'ailleurs un tel impact qu'elle sera aussi indirectement responsable du progrès technologique du matériel utilisé par Mr. Fantastic, le cyberbras de Misty Knight ou encore le design de Deathlock de la Roxxon Oil Corporation. Vous l'aurez compris, on pourrait imaginer que la saison 2 de Loki pourrait littéralement poser des premières pierres pour les 4 Fantastiques et tout un tas d'autres choses, surtout quand on sait que l'identité civile de Kang est à la base celle de Nathaniel Richards, un descendant de Red Richards issu du 31e siècle. Au terme de la saison, Victor Timely, alias Kang le Conquérant, réussirait malgré les efforts de nos protagonistes à recréer assez de technologie pour voyager dans le temps et commencerait alors à devenir une véritable menace pour la réalité du MCU puisqu'il prendrait l'ascendant sur d'autres variants et renforcerait ses ressources. Cela pourrait alors pousser Loki et Sylvie à se rapprocher des Avengers pour établir un plan et de se préparer à l'arrivée de Kang une fois que celui-ci aura fondé sa dynastie. Et oui, car même si le Conseil des Kang aura son rôle à jouer, si vous vous rappelez de ce qu'indiquent les comics, on sait que le Conseil finira annihilé par Kang lorsque celui-ci se servira de Alliot contre lui. Et même si on a vu Alliot disparaître dans la saison 1, rien ne dit qu'il ne puisse pas en exister un deuxième, et que par conséquent, le Conseil ne fera pas long feu. Comme prévu par celui qui demeure, Loki devra donc prendre la tête du TVA et sûrement faire appel aux Avengers après la défaite du Conseil. Bref, les premières grandes lignes qui nous mèneront à Avengers The Kang Dynasty semblent enfin se dessiner.